Merci d'être revenu pour la dernière présentation de la journée, et pas la moins excitante. Alors, on va avoir sur scène Janke et Julien, qui vont nous parler comment ils ont déployé des outils d'intelligence artificielle, comment ils ont monitoré ça pour plus de 600 développeurs et développeuses. Alors, on les accueille sur scène avec un tonnerre d'applaudissements encore une fois. Merci. Ça fonctionne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être restés jusqu'ici avec nous. Je crois qu'on est les derniers à passer. C'est vraiment chouette de voir autant de monde ici. On va vous parler d'IA au quotidien et de comment, comme disait Christophe, on a déployé, accompagné nos ingénieurs sur le déploiement des solutions basées sur l'IA pour les développeurs. Et puis, un peu forcément, on vous parlera de Datadog et de comment on a monitoré ça à l'échelle, en tout cas à notre échelle. Bon, le vrai titre de cette presse, c'est ça. On a lancé 600 ingés sur Claude Code et Cursor. Ça aurait pu résumer un petit peu les derniers mois qu'on a passés avec Janke chez Docto. On va essayer de vous raconter un petit peu comment on en est arrivé là. Quelques chiffres pour commencer. L'IA appliquée à l'ingénierie chez Docto, c'est 95% de nos ingénieurs qui ont accès à une licence de Claude Code, Cursor ou Copilot. Un utilisateur sur deux qui est un utilisateur quotidien de ces outils. Et les 3/4 qui l'utilisent au moins une fois par semaine. On va vous raconter donc comment on en est arrivé là, comment on a construit cette initiative, AI Augmented Engineer Initiative, comment on a fait appel à des champions, dont Janke fait partie, pour scaler tout ça à l'échelle de Doctolib. On parlera observabilité. Et puis on vous donnera quelques pistes, quelques éclairages sur les travaux en cours et futurs autour de ces sujets chez Docto. Petit rappel, je pense que toutes et tous vous connaissez Doctolib dans la salle. Mais chez Docto, on a deux missions. La première, c'est d'améliorer le quotidien des professionnels de santé. Et la deuxième, c'est d'aider les patients à être eux-mêmes en meilleure santé. C'est peut-être la mission que vous connaissez le plus, si vous avez dans votre poche, dans votre smartphone, la prise de rendez-vous Docto. Pour faire tout ça, on a notre petite Tech and Product Organisation à nous, avec 600 personnes de plusieurs nationalités, un peu plus de 10 millions de codes, dont la plupart vivent dans un gros monolithe principal. C'est un peu notre monolithe legacy à nous. Et puis une vingtaine de nouveaux services. On a mis 20 plus, parce qu'on est un peu feignant et que ça grandit très vite, et que chaque année, il y a une douzaine de nouveaux services qui viennent s'ajouter à l'offre de services de Docto. On fait du Ruby on Rails principalement sur notre monolithe, et puis on fait du TypeScript, du React sur le front-end. Et les nouveaux services dont je parlais, ils utilisent une stack JVM, donc du Java, du Kotlin, avec le framework Spring et Spring Boot. Jusqu'ici, rien de très spécifique, mais c'est pour que vous puissiez vous replacer un petit peu dans notre contexte. Et dans cette organisation, il y a nous. Moi, je suis Julien, je suis staff engineer, et depuis plusieurs mois, je lead l'initiative AI Augmented Engineer. Et moi, je suis Janke, et je suis senior software engineer chez Doctolib, et je fais partie des AI Champions dont je vais vous parler. Pardon. Ok, cette initiative donc. D'abord, un peu d'histoire. Avant l'initiative, donc là on est au mois de mai de cette année, il y avait eu un pilote avec une trentaine d'ingénieurs qui étaient plutôt volontaires, enfin surtout volontaires. C'était plutôt un agrégat de plein d'expérimentations proactives sur au moins 5 outils. Là j'en ai listé 5, mais il y en avait vraiment plus. Copilot, Claude Code, Cursor, Windsurf, GPT et d'autres. Et puis voilà, chacun avait testé l'usage que ces outils, dans le cadre d'un workflow agentic, pouvaient apporter à notre software development. Au même moment, dans l'industrie, enfin, pas que à ce moment-là, mais en tout cas c'était le cas à ce moment-là, il y avait un vrai momentum autour de ces outils et de la manière dont ils impactaient le workflow de développement des développeurs. En interne, on avait notre CTO et notre CEO qui étaient fermement convaincus qu'il y avait quelque chose à aller creuser, que ça allait drastiquement changer le métier de développeur et d'ingénieur, et que voilà, ça collait avec l'ADN innovateur de Docto. Et puis surtout, on avait derrière nous un pilote qui s'était bien passé, avec des choses à ne pas refaire, mais aussi plein de choses à refaire. Bref, on a créé un programme technique, une initiative comme je pense vous pouvez en avoir chez vous, vous serez amené à en faire. Cette fois-ci, le scope est un petit peu différent. On parle de 600 ingénieurs. On avait un KPI principal qui était 100% d'adoption pour ces outils en un trimestre, parce que pourquoi pas, on aime bien se mettre des gros challenges. Et puis on avait réduit un petit peu les outils cette fois-ci. On en a sélectionné 3, GitHub Copilot, qui était présent depuis 2 ans à peu près chez Docto, Claude Code et Cursor. Grosso modo, cette initiative, elle ressemble à un peu toutes les initiatives techniques que vous connaissez.
Quand on l'a lancé, on était 2 sur cette initiative. Coucou Thomas, je ne sais pas où tu es assis, mais dans la salle. On a fait beaucoup d'interviews utilisateurs. On est allé voir nos développeurs, nos développeuses, on voulait comprendre de quelle manière ils et elles arrivaient ou pas à utiliser ces outils. On a créé des office hours hebdomadaires ou dédiés pour que les ingénieurs de Doctolib aient un moment pour venir poser des questions, raconter ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé. On a fait plein d'ateliers avec les équipes, cette fois-ci un peu plus privés, avec 6 personnes, 12 personnes, pour montrer, mettre un peu le pied à l'étrier des équipes sur ces outils. Et puis on a passé beaucoup de temps à créer du contenu, de la documentation, d'onboarding, des tutos, des guides, des vidéos, des exercices de code, enfin voilà, plein de choses pour que ce programme soit un succès. Souvenez-vous, notre cible, c'était 100% d'adoption. Très vite, on a fait face à ça. Plein de freins très différents à l'adoption. Le manque de connaissances vis-à-vis de ces outils, parce que c'est les outils qui ont entre 3 ans et 3 mois. La résistance au changement, parce que je crois que c'est la première fois que dans ma courte carrière, j'ai vu des outils aussi changeants, qui changeaient de manière aussi importante le workflow de développement logiciel. Des craintes liées à la qualité, parce que je pense qu'on est tous et toutes concernés. C'est des outils qui peuvent produire énormément de code, énormément de texte, et donc on veut s'assurer que la qualité soit au rendez-vous, surtout quand on s'adresse à des sites à fort trafic et des infrastructures importantes. Et puis, ça c'est un frein qui nous intéressait en tant qu'équipe plateforme, l'intégration d'entreprise. Comment est-ce qu'on passe du vibe coding, dont tout le monde parle sur les réseaux, à l'utilisation de ces outils, avec 600 collègues, une codebase qui a 13 ans, et qui est compliqué à manipuler, qui a des contraintes de sécurité, de compliance préexistantes. Face au manque de connaissances, on a déployé tout ce qu'on savait faire en termes d'advocacy interne. On a créé des ateliers, on a fait des démos, des sessions de questions-réponses pour couvrir les questions idiotes et les questions moins idiotes. Et puis, chaque semaine, on partageait sur Slack, je vous ai mis un exemple ici, un weekly digest avec l'essentiel de l'actu interne et externe de ces outils. On a fait plein de sessions d'onboarding à plusieurs, à 10, à 2, selon les besoins des équipes et des ingénieurs. Et puis cet été, avant les congés de tout le monde, on a fait une grande fête, une grande engineering fête, avec des keynotes. On a invité des speakers de chez Google pour venir nous parler de qu'est-ce que c'était qu'un LLM finalement, comment ça fonctionnait. Notre CTO est venu nous parler de AI, mais applied à l'ingénierie. On a refait plein de sessions d'onboarding. Bref, on voulait que ce soit présent dans la tête de tout le monde. Face à la résistance au changement, on a fait ce qu'on a pu. D'abord, on a essayé de promouvoir les success stories, ce qui marchait bien avec ces outils. On a essayé de mettre en place sur notre Confluence, notamment une collection des use cases qui marchaient très bien. Les cas que les gens nous avaient remontés, vraiment du from the field, où ces outils excellaient, où on arrivait à se faire des petites docs de comment ace une pull request sur tel ou tel sujet. Et puis évidemment, on a passé énormément de temps avec nos champions, avec tous nos utilisateurs et nos utilisatrices pour comprendre comment ils et elles utilisaient l'outil au quotidien. Face aux craintes liées à la qualité, c'est plutôt une bonne chose que les gens se préoccupent de la qualité. Là, finalement, ça a peu de choses à voir avec l'IA. On a fait ce qu'on faisait tout le temps. On a documenté, alors on s'est accordé tous ensemble sur les bonnes pratiques. On les a documentées, partagées. On a créé des guides, des tutos. Et lorsque c'était possible, on a préconfiguré les outils. Un exemple peut-être un peu drôle, mais on a fait en sorte que sur les postes de nos devs, Claude n'affiche pas le coût de chaque session. Alors, c'est un peu dangereux, mais souvenez-vous, notre KPI unique, c'était l'adoption. On voulait juste que les gens l'utilisent un maximum, pas qu'il et elle se soucient du coût. On vous dira plus tard si ça a changé, ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et enfin, l'intégration d'entreprise. Il nous fallait plusieurs moyens pour faire en sorte que ces outils intègrent le plus naturellement et le plus sereinement tout le parcours du cycle, tout le cycle de vie de création logicielle. Une manière de faire ça, c'était d'avoir des sous-initiatives dédiées, comme par exemple celle d'intégrer Claude Code dans la CI, pour que tout le monde, vraiment toute l'organisation, ait accès à un agent remote qui vivait sur GitHub Action pour réaliser des tâches, soit de revue, de création de code, de test, en tout cas directement depuis, par exemple, la UI de GitHub Actions. Et ça, c'était un exemple. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais ce qu'on savait à ce moment-là, c'est qu'on ne pourrait pas continuer à 2. Il fallait qu'on fasse appel à nos champions. Merci, Julien.
Du coup, je vais vous parler des AI Champions. Les AI Champions, c'est en fait un groupe de 32 ingénieurs qui sont volontaires, dont je fais partie, bien évidemment, et qui est réparti au sein des différents domaines techniques et feature teams de Doctolib. On a plusieurs différentes responsabilités, dont partager les bonnes pratiques qui sont identifiées, de former les équipes sur des outils qui sont éprouvés, de s'assurer que le lien est bien établi entre ces différents domaines techniques et les feature teams, et bien évidemment embarquer toute la tech avec nous dans cette initiative, même s'ils ne font pas partie des AI Champions. En pratique, on se retrouve toutes les 2 semaines pour partager toutes nos découvertes, nos expériences, y compris les échecs, bien évidemment. Mais bien évidemment aussi, on n'attend pas 2 semaines pour communiquer. On est tout le temps en communication, on asynchrone grâce à notre channel Slack dédié. Comme disait Julien, en fait, on continue aussi à avoir des sessions de Q&A hebdomadaires et on a aussi des partages de résumés hebdomadaires aussi sur tout ce qui est découverte en interne et externe lié à l'IA. Et on s'assure aussi que on a toujours une section dédiée à l'IA dans nos réunions mensuelles de Tech Time Learning. Oui, pardon. Aussi, on a fait le choix chez Doctolib de ne pas imposer un seul et unique outil IA. On a laissé tous les ingénieurs adopter l'outil IA qui leur convenait. Mais par contre, on a un contexte toutefois très très fragmenté. Comme Julien avait dit, on a un très grand monolithe applicatif entouré de différents services. Ils ont chacun leur propre spécificité, comme des stacks techniques différents, des patterns d'architecture qui sont variés, et aussi bien évidemment des règles métiers qui sont différentes. Et du coup, les ingénieurs se retrouvaient à reconfigurer leurs outils IA à chaque fois qu'ils devaient changer de projet dans lequel ils travaillaient, ou voire pire, à redonner le même contexte, à reconfigurer de la même manière, juste pour pouvoir itérer sur une nouvelle tâche technique dans le même projet. C'est comme ça qu'il y a un besoin qui est né. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on puisse centraliser et mutualiser tous ces guidelines et bonnes pratiques tout en gardant la flexibilité d'outils IA. Et c'est ainsi que notre approche de mise à l'échelle de l'initiative qui est créée. On a commencé par intégrer d'abord du contexte sur tous nos repositories. On a créé des fichiers qu'on a nommés lms.md. C'était un simple fichier Markdown, comme son extension l'indique, qui disait à l'IA, voici notre code, voici qu'est-ce qu'il fait, quels sont les patterns qu'il doit respecter, les règles métiers qu'il doit suivre. Mais entre-temps, il y a un standard d'industrie qui a émergé, agents.md, peut-être vous le savez déjà. Donc on a décidé de migrer vers cette solution parce que maintenant, cette solution elle est supportée par la majorité des outils IA qui sont dans le marché. Et en plus de cela, agents.md, il supporte aussi toutes les structures qui sont hiérarchiques dans les monorepos. Et vu que nous, on a notre monolithe, notre fameux monolithe, c'était important pour nous de migrer parce que notre solution lms.md, c'était une bonne expérimentation interne, mais disons que ça ne fonctionnait pas de façon satisfaisante dans notre monolithe. Ici, par exemple, à gauche, vous pouvez voir un exemple de agents.md qui résume un peu ce que fait le projet. Et qui donne toutes les bonnes pratiques et les guidelines que l'IA doit respecter quand il travaille dans ce projet. Mais on ne voulait pas noyer d'informations ce fichier de contexte qui est assez central pour la compréhension de l'outil IA sur le projet. Donc on a décidé aussi de créer des sous-fichiers. Par exemple, à droite, on a créé aussi un fichier qui s'appelle architecture.md qui rentre beaucoup plus en détail sur l'architecture de ce projet. Donc, on a référencié ce fichier dans agents.md et du coup, l'IA lisait ce document si et seulement s'il avait besoin plus de détails d'architecture. Comme ça, on ne noyait pas d'informations en l'outil IA. Ensuite, on a décidé de créer une bibliothèque partagée. Donc en fait, une simple repository qu'on a nommée Doctolib Prompt. L'idée, c'était simple. On voulait que ça soit contributif, tout le monde puisse y contribuer dedans. Donc si une personne découvrait un prompt qui fonctionne bien, qui était testé, validé et que toute la tech pouvait bénéficier, elle le partage avec tout le monde. Actuellement, le projet est grosso modo découpé en 3 grandes catégories. Les commandes,
qui peuvent être intéressants à partager avec tout le monde. Toutes les instructions d'agents d'IA qui sont aussi intéressantes. Et enfin, toutes les règles métiers et techniques à respecter par les différentes stacks techniques. Donc grâce à cela, on a eu un standard bien unifié, tout en gardant la flexibilité d'outils IA. Et grâce à cela, toute la tech pouvait profiter du savoir collectif de la tech chez Doctolib. Et en plus de cela, j'ai oublié d'en parler, l'intégration de ce projet est assez fluide parce qu'on a en fait un CLI interne qui permet l'initialisation de ces prompts en commun en une seule ligne de commande dans chacun de notre repo. Enfin, on a aussi intégré des serveurs MCP dans notre écosystème d'outils externes. Pour ceux qui le découvrent, les serveurs modèle Context Protocol, en fait, ce sont une sorte de connecteur standardisé et sécurisé qui a accès à tous nos outils externes et qui peut exécuter des actions dans ces outils. Les serveurs MCP qu'on utilise principalement chez Doctolib, c'est GitHub pour tout ce qui concerne le code, Confluence et Jira pour tout ce qui concerne les ticket management et les documentations, Figma pour les designs, et enfin Datadog pour tout ce qui concerne les analyses de nos métriques et les logs. En parlant de Datadog, en fait, nous sommes les bêta-testeurs de leur serveur MCP. Ici, je voulais vous montrer un exemple dans lequel le code, l'outil IA, a lui-même analysé les métriques dans notre code. Il a identifié les métriques qui peuvent être intéressantes pour pouvoir débugger un problème. Et il est allé chercher lui-même à interroger le MCP de Datadog pour requêter l'outil externe, pour accéder aux vraies données depuis Datadog sans changer de fenêtre. Et après avoir analysé tous nos logs et métriques, il nous a créé une analyse avec les résultats qu'il a pu trouver. Donc comme ça, ça nous donne quelques pistes pour pouvoir débugger et identifier le problème en production ou d'autres environnements également. Jusqu'à maintenant, du coup, je vous ai parlé de toutes les étapes qu'on a mises en place. Là, maintenant, du coup, j'aimerais bien vous partager quelques success stories, du coup, après toutes ces étapes qui ont été mises en place. Maintenant, on a plusieurs différents projets qui ont des agents spécialistes au projet, ce qui permet l'intégration d'un ou d'une nouvelle arrivée dans l'équipe pour que cette personne puisse monter en compétences assez rapidement et facilement avec l'aide d'un agent IA. On l'utilise également pour tout ce qui est ticket management. On peut très bien, par exemple, ressusciter un Epic qui traînait dans notre backlog pour un deck technique qu'on a dans notre stack, mais qui n'est jamais priorisé parce qu'on a toujours d'autres priorités, bien évidemment. Donc, on peut très bien le ressusciter, faire analyser le code avec l'outil IA et mettre à jour tous les tickets, voire supprimer si c'est plus valable ou créer s'il y en a qui manquent. Comme ça, on se retrouve avec un backlog qui est prêt à être implémenté. Et enfin, des success stories qui sont un peu plus impressionnantes, disons. On a des workflows design to code ou bien spec to code aussi qui sont assez prometteuses. Grâce à une maquette ou une capture d'écran, maintenant, l'IA peut générer automatiquement le code qui correspond à ce design. Ou bien l'overflow spec to code, si on lui fournit un EPIC bien défini, comme par exemple l'EPIC dont je mentionnais tout à l'heure, bah, il peut lui-même lire tout le contexte, tous les tickets existants, créer des branches, implémenter, créer la pull request sans aucune intervention humaine. Mais qui dit success stories dit aussi qu'on a des horror stories, donc on a bien évidemment eu quelques écueils aussi. Par exemple, on en parle tout le temps, mais on a notre monolithe. Et par exemple, notre monolithe nécessitait un énorme contexte et beaucoup de serveurs MCP. Donc là, vous voyez, dès le lancement de Claude, par exemple, son contexte était déjà saturé de 53%. Mais bien évidemment, on l'a amélioré. Et en plus, entre-temps, Claude s'est amélioré aussi. Il a maintenant des contextes qui supportent plus de tokens. Donc, on est mieux, ne vous inquiétez pas. Sinon, côté pratique, on a aussi vu quelques comportements un peu laxistes.
ou trop permissif. Par exemple, un test ne passe pas, c'est pas grave, je le supprime. Ou bien pire, on a un check pré-commit de GitHub, ce qui fail. C'est pas grave, je skip les checks et je commit, comme si rien n'était. Donc il fallait absolument définir les règles pour éviter ce genre de problème. Et enfin, plutôt une découverte que Horror Story, mais on a, je pense, tous remarqué que l'IA a tendance à surdocumenter les choses. Donc on se retrouve avec une documentation énorme, des descriptions de pertes super détaillées, des lignes de commande super évidentes avec un petit commentaire au-dessus juste pour expliquer si tu n'as pas compris ce truc évident, voici l'explication. Donc il fallait aussi mettre des limites un peu aussi à cette surdocumentation. J'en ai parlé de toutes les étapes qu'on a implémentées pour arriver jusqu'ici, et j'aimerais bien maintenant laisser la parole à Julien pour qu'il nous partage un peu des chiffres intéressants. Merci Janke. Reste avec nous, Christophe. C'est pas vrai, il sait que ça, on va lui en parler. Parce qu'en fait, cette initiative, c'est bien normal quand vous vous engagez du temps et de l'argent dans un projet, vous voulez avoir un semblant de retour sur investissement et savoir en tout cas quel niveau d'adoption, souvenez-vous, c'était notre premier critère, et puis quel impact direct ou indirect, tout ça peut avoir sur votre business. C'était nos 2 KPI. Je vais essayer d'y aller par étapes. Le premier, on vous l'a déjà présenté, c'est l'adoption. On voulait depuis le début que chaque ingénieur chez Docto ait accès, utilise un des outils qu'on lui mettait à disposition. Et ça, c'était la cible a été claire, 100%. On est à 95% aujourd'hui, c'est pas trop mal. Le deuxième, bon, là, c'est un peu plus flou. Il s'agirait de mesurer l'impact. Alors, de quel impact on parle? Ce matin, on parlait de performance, d'ingénierie. Il y a un petit peu de tout ça. Et là, la cible, on n'a pas vraiment défini de cible. Ce qu'on a défini, c'est un ensemble d'indicateurs qu'on a commencé à mesurer pour être prêt un peu à tout voir venir, quoi. À voir venir vers quoi l'industrie irait en termes d'indicateurs clés pour mesurer l'impact de ce genre d'outils. On a eu une approche ouverte, comme je vous disais. Donc, le dashboard que vous voyez là, la capture n'est pas si vieille que ça. Il est accessible à tout le monde chez Docto. Donc, tout le monde peut avoir une idée du nombre d'ingénieurs qui utilisent au global ou quotidiennement ou chaque semaine ces outils. Mais aussi, on peut avoir une découpe par équipe ou par domaine. Domaine, c'est nos départements à nous. Et ça permet, par exemple, aux managers de pouvoir se positionner l'adoption de leur équipe par rapport au reste de l'organisation de Doctolib. Tout ça, c'est un peu du do-it-yourself. Il y a quelques mois, les API que proposaient Anthropic, GitHub et Anisphere ne ressemblaient pas trop à ce qu'elles sont aujourd'hui. On a dû creuser un petit peu dans les développeurs console de Chrome pour comprendre quel call il fallait faire pour récupérer les données d'usage qui nous intéressaient. On a fait rentrer tout ça dans les SDK Datadog qui permettaient d'ingérer les métriques directement chez Datadog. On a commencé en TypeScript, puisque le SDK est plutôt bien fourni. Et très vite, lorsque plus de monde a commencé à venir travailler avec nous sur ce projet, on a tout rebuild en Go. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais parce que Go c'est chouette, et puis que c'est fortement typé, et que écrivez les tests en Go c'est chouette aussi. Et puis, souvenez-vous, on était 2 quand tout ça a commencé, il fallait vite trouver une plateforme pour lancer toutes ces collectes de métriques. Donc on a pris ce qu'on avait sous la main, et on avait sous la main GitHub Actions. Donc très pratique pour lancer des jobs toutes les semaines par exemple. Do it yourself aussi, parce qu'en plus des données que nous fournissaient les vendors, on a essayé de crafter les nôtres. Alors des fois, on a eu des bonnes idées, comme essayer de mesurer le throughput, la quantité de PR et de lignes de code fournies par chaque équipe chaque semaine, par exemple. Pas dans l'idée de mesurer ce qu'ils et elles font chaque jour, mais plutôt de voir si, avec ou sans ces outils, et après, avant training, il y avait un changement. Et puis on a aussi essayé des trucs que je ne vous conseille pas, comme par exemple essayer de mesurer le nombre de PR qui aurait été augmenté par l'IA. Alors, on est allé voir tous les collègues, on leur a dit mettez des labels, puis comme ça, on verra si vous avez utilisé Claude. Mais non, ça ne marche pas, parce que personne n'y pense. Et même avec les bons contextes, les IA oublient. Donc, on a mis ça de côté. On y reviendra un jour. Peut-être que Datadog viendra avec une solution pour nous. Mais en tout cas, on a arrêté de mesurer ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Claude Code, qui vivait sa vie tranquille dans GitHub Actions. Avec Datadog, on a aussi... tout ça, ça fait partie du même dashboard. Il faut imaginer que c'est...
un patchwork qu'on vous présente. On a pu voir concrètement quelle équipe, dans quel service, utilisait Claude pour faire de la revue, de la gêne de test, de code. Et pour quel coût? Alors, ne me faites pas dire n'importe quoi, ça c'est le coût machine des runners. Il n'y a pas le coût token, c'est dans un autre ordre. Mais voilà, tout ça, on avait déjà accès à CI Visibility, je pense qu'on est nombreux à l'utiliser. Pour mesurer l'impact, mais cette fois-ci à long terme, on est aussi allé piocher d'autres choses qui étaient un peu plus lointaines du sujet principal. Les Dorametrics. Les Dorametrics, c'est passionnant comme sujet. Je vous invite à aller voir les résultats de la recherche de Dora Research là-dessus. Mais en gros, c'est 4 grands indicateurs qui permettent grosso modo de mesurer la performance générale de votre ingénierie par rapport à d'autres du même secteur. 4 gros indicateurs qui sont la fréquence de déploiement, change failure rate, pardon pour les anglicismes, lead time to change, combien de temps il vous faut pour mettre en prod un changement, et puis mean time to restore, combien de temps il vous faut pour retomber sur vos pattes après un incident. Ben nous, on s'est juste dit que ce serait une bonne idée de mesurer ça, pour voir si, avec l'arrivée de ces outils, il y aurait quelque chose qui change. Pas de réponse, que des questions pour vous, mais en tout cas, on a passé l'été à essayer de mesurer ça, à zoomer sur, pas forcément les Big Four que j'ai cités avant, mais sur un détail comme le temps de revue des PR. Ben oui, parce que si vous êtes capable de générer plus de code qu'avant, vous avez toujours le même nombre de collègues qui relient les PR. Donc vous êtes en train de créer un nouveau bottleneck. Bon, on en parlera après. Est-ce que les équipes qui sont équipées déploient plus souvent que les autres? Tout ça, on n'en est pas sûr, mais on est complètement équipé pour le voir arriver. Et warning sur la qualité de vos données, parce qu'on a passé l'été avec nos équipes SRE à faire en sorte que tout ce qui remontait était vrai, venait vraiment de l'APM, de nos services. C'est hyper simple à mettre en place, il faut juste que tout le monde le fasse. Et donc comme Decathlon ce matin, documentez ce qu'il faut faire, établissez les niveaux de maturité et engagez vos équipes pour aller au niveau de maturité qui dit mon service il est monitoré et il génère des Dorametrics. Encore plus loin dans l'impact, enfin dans le long terme, on s'est demandé comment est-ce que les guidelines que Janke, les champions, nous, on met en place maintenant, peuvent encore tenir dans 6 mois, dans 1 an, sur des services qui n'existent même pas encore. Pour ça, on a utilisé l'IDP, l'Internal Developer Portal de Datadog, et les scorecards. On a défini un check. Alors, un check, c'est le repository lié à ce service dispose d'un agents.md. Et puis, toujours grâce à GitHub Actions et un peu de Go, on fait tourner ça toutes les semaines et on s'assure que ces checks sont vrais pour les projets de maintenant et les projets futurs. Je vais laisser Janke vous parler un peu du futur. Merci. Donc, les next steps. Après plusieurs mois d'expérimentation, on a vite compris un truc très simple. L'IA ne fait pas qu'accélérer notre manière de coder, mais elle transforme comment on travaille. Donc on a eu plusieurs découvertes dans cette période. On a vite remarqué aussi que notre codebase doit devenir absolument AI ready. Dit comme ça paraît super simple, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Qui dit AI ready dit aussi repenser toute la documentation, toutes les conventions, les linters, les tests, et aussi fournir aussi le contexte qui n'existait pas avant. Parce que l'IA n'est efficace que si on lui fournit un contexte de qualité. Entre-temps aussi, on a vu un petit paradoxe cognitif, c'était une découverte un peu plus subtile, mais en fait, on a moins cette friction de pouvoir se lancer sur une tâche qui paraît difficile. Mais maintenant, on a tendance à paralyser plusieurs tâches parce que juste on peut avoir plusieurs différentes sessions en même temps. Donc, il faut vraiment savoir à se limiter. Parce qu'en fait, qui dit plus de tâches en parallèle dit plus de context switching. Donc, ça peut augmenter la charge mentale. Donc, il faut absolument faire attention à cela. Et mécaniquement, comme disait Julien, on produit plus de code. Qui dit plus de code dit plus de review. Donc, il faut qu'on prenne aussi des actions là-dessus, qu'on a déjà commencé à en prendre déjà. Et pendant qu'on ajuste nos approches, nos pratiques à cela, l'écosystème IA, lui, il continue à évoluer à une très grande vitesse. Donc, c'est difficile à toujours suivre le bon rythme. Mais les défis techniques, on sait plus ou moins les gérer. Nos vrais défis sont désormais les humains. Parce qu'on remarque qu'il y a quand même une résistance assez légitime, on peut dire, au sein de nos ingénieurs.
Ils ont des craintes sur la qualité du code qui va être produit par l'IA, ou ils ont des craintes sur l'avenir professionnel. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va se faire remplacer par l'IA ou pas? Ou bien des raisons un peu plus idéologiques, philosophiques. Mais la préoccupation principale qu'on a, c'est nos formations. Pour les juniors comme pour les seniors, comment on peut évoluer le mindset de nos ingénieurs pour pouvoir collaborer efficacement avec l'IA, tout en améliorant leurs fondamentaux, la lecture, écriture de code, de garder cet esprit critique et aussi avoir des revues exigeantes. Donc pour tout cela, on repense nos formations à tous les niveaux et on va bientôt aussi les intégrer dans nos process de recrutement. Et enfin, d'autres défis, par exemple l'impact de l'IA au niveau de business et société. 600 ingénieurs, ça veut dire quand même 600 licences, voire d'autres coûts liés à l'utilisation de l'IA. Ça a quand même un coût. Toutes ces requêtes IA qu'on fait, ils ont un impact écologique. Et en tant que Doctolib, on a quand même plusieurs réglementations obligatoires à respecter. Donc, on ne reste pas les bras croisés, on fait tout le nécessaire pour s'adapter à cela. Comme Julien disait, on a déjà une bonne base de métriques qui est mise en place grâce à Datadog et on veut les finaliser avec des indicateurs qu'on considère qui nous manquent. Comme par exemple le taux d'acceptation des suggestions d'IA ou bien le gain de temps qui peut être auto-reporté par nos développeurs. Et sinon aussi, bien évidemment, la satisfaction au travail en utilisant l'IA. Donc cette initiative n'est pas venue à sa fin, ça va continuer à évoluer. On va faire tout en sorte pour aller dans la bonne direction. Donc, à suivre. Merci beaucoup. Merci. Merci Julien, merci Yanké. J'imagine qu'il y aura plusieurs questions dans la salle. Voilà. Alors moi j'en ai deux, donc je vais les enchaîner d'un coup et après vous me dites. Donc la première question c'est par rapport, tout à l'heure en fait vous avez dit que pour augmenter l'adoption des outils IA par vos ingénieurs, vous leur avez laissé en fait le choix libre de choisir. C'est vrai que vers la fin vous avez mentionné en fait le coût et on sait que GitHub Copilot, Claude Cursor ça n'a pas le même coût. Donc pourquoi ne pas avoir intégré dès le début en fait cette réflexion sur le coût? Moi j'ai 600 ingénieurs donc c'est sûr que le choix de l'outil va avoir un impact d'un point de vue coût. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, quand vous avez parlé en fait de la revue et de l'aide à la revue en fait des stories, des épiques anciennes, est-ce que de la même façon l'IA aujourd'hui vous permet de mieux sizer ou de mieux estimer la complexité de vos user stories en fait quand vous voulez lancer un dev? Merci. Je peux prendre la première partie si tu veux, Yanke. On a évidemment budgétisé ce que ça représentait de lancer ces 600 ingénieurs sur au moins un outil. Au début de l'initiative, on a ouvert le champ libre vraiment à tous les ingénieurs pour choisir autant d'outils qu'ils le souhaitaient, sachant que tout le monde avait déjà accès à Copilot. Et puis, au fur et à mesure que l'expérimentation avançait, on a réduit ça. Et aujourd'hui, chaque ingénieur peut choisir un outil. Il est libre de changer le lundi, le mardi. Je ne vois pas l'intérêt, mais c'est possible. Mais en choisir un. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une offre IDE, enfin, éditeur de code, et une offre terminale. Donc, on avait Cursor pour les gens qui avaient l'habitude de travailler avec VS Code, par exemple, et Claude Code pour les gens qui voulaient une expérience plus proche du terminal, les équipes DevOps et SRE. Mais on avait bien en tête que le coût qui allait être engendré allait être là. Simplement, on a choisi de garder une offre multiple. Ça nous a posé ça nous a demandé de faire quelques ajustements. Mais l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le champ des possibles. On avait quand même en tête le coût que ça allait engendrer. Donc, on avait budgétisé ça. Et pour la deuxième question, du coup, actuellement, je pense qu'il n'y a pas encore une équipe qui a expérimenté pour chiffrer les tickets, ou peut-être moi je ne suis pas au courant, on est quand même 600 développeurs, parfois on peut louper certaines informations, mais on peut très bien penser à avoir un agent qui est spécifique à ce chiffrement de tâches, mais pour cela je pense qu'il va
faut vraiment utiliser leverage, je ne sais pas ça en français, mais leverage le MCP de Atlassian pour qu'il ait accès aux tickets et le burn down chart, etc. pour comprendre le comportement des équipes, parce que chaque équipe, ils ont leur propre façon de travailler, ils ont leur propre rythme. Donc on ne peut pas juste avoir un truc super générique pour chiffrer. Ça dépend vraiment des équipes. Donc on peut très bien réfléchir à avoir un agent spécifique qui peut apprendre comment une équipe travaille et essayer de chiffrer. Bonjour, merci beaucoup pour votre talk. On a exactement les mêmes problématiques, enfin le même sujet de déploiement sur à peu près le même scope de développeurs, à peu près 650 développeurs. Je voulais savoir sur la partie Dora, une fois que c'était déployé, et aussi sur les dernières métriques que vous expliquiez sur le savings, là, sur le dernier dashboard, qu'une tâche faite par l'IA ou par un développeur, comment vous calculez, est-ce que déjà il y a des bons résultats sur les métriques Dora, et aussi sur le savings, comment vous faites pour le calculer? Sur les Dora, la chance qu'on a eue, c'est que c'est assez automagique en passant par Datadog. En fait, nos services sont équipés de l'APM Datadog, et du coup, Datadog est au courant d'un nouveau déploiement, puisqu'on fournit le commit SHA dans l'environnement des conteneurs, par exemple. Datadog a aussi accès au webhook entrant de GitHub, et en fait, il y a une agrégation de tout ça qui est faite pour que, pour un service donné, on puisse tracer un commit depuis son apparition dans une PR, avec la revue, avec le merge sur main, etc. Donc ça, je ne peux pas vraiment répondre. En fait, il faut poser la question à Datadog. Moi, ça me va très bien que ça marche comme ça. Le travail qu'on a fait durant l'été avec les équipes SRE, c'était vraiment de s'assurer que tous les services avaient bien toutes les cases cochées. Et donc les cases, c'est un APM, un lien avec GitHub qui est fait. C'est grosso modo tout ce qu'il faut pour avoir les Dora qui remontent. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. On voit qu'il n'y a pas, on n'a pas un des indicateurs qui explose ou qui baisse. Quand on dépasse les 4 indicateurs un peu très connus de Dora, quand on va voir par exemple le temps de revue, on peut voir, c'est des signaux faibles, mais sur des équipes très avancées, sur des nouveaux runtime, donc pas sur le vieux monolithe, où vraiment on a une échelle qui se prête plus à la mesure, là on voit des temps de revue qui explosent. On ne sait pas encore dire si c'est parce qu'il, enfin, on voit qu'il y a aussi plus de PR et des temps de revue qui explosent. Est-ce que c'est vraiment lié à l'IA? Peut-être, mais il va falloir qu'on aille vérifier, cette fois-ci en discutant avec nos utilisateurs et nos utilisatrices. On a des pistes. Ce qu'on sait, c'est que on mesure tout à peu près au même endroit. Et donc, s'il y a quelque chose, s'il y a une direction à prendre, s'il y a un métrique à rajouter, on saura le faire. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai trouvé juste que, pour moi perso, je trouve que 100% d'adoption, c'est pas le vrai but. Le but, ça peut être le gain du temps, réduction des coûts, etc. 100% d'adoption, c'est plutôt un moyen d'atteindre le but. Du coup, peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu une résistance, oui, au changement, parce qu'on a du mal, dès qu'on nous impose un truc, on veut du contexte. Enfin, je ne sais pas s'il y a une réponse, merci. Si, je peux essayer de répondre. Je ne sais pas si on a imposé quelque chose. On savait qu'il y avait ce momentum, ou en tout cas, il y avait des parties de l'industrie qui étaient très vocales sur le fait qu'elle commençait à utiliser ces outils. Et on avait un sponsoring, mais vraiment très honnête de la part de notre leadership, qui a ouvert les portes. Et oui, si on fait le calcul, 600 fois $20 fois, voilà, qui a ouvert les portes, les portes du coffre, pour qu'on puisse finalement juste déjà se mettre à niveau, toutes et tous, et essayer de embrace, de se faire à ces nouvelles façons de travailler agentic. C'était plutôt un pari de se dire, est-ce qu'on arrive à faire en sorte que 600 ingénieurs se fassent à ces nouvelles façons de travailler en un temps record, sur un trimestre. Mais vous avez raison, le vrai KPI derrière, c'est plutôt est-ce qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices quotidiennes ou hebdomadaires, ou est-ce que, ça y est, j'ai demandé ma licence et puis je vais faire autre chose. Donc en fait, on va continuer d'affiner tous ces indicateurs. Là, pendant nos 3 premiers mois de vie de l'initiative, on voulait l'adoption
à tout prix, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on allait s'asseoir avec les gens, leur demander comment est-ce qu'on pouvait les aider pour introduire tel ou tel outil dans leur workflow. Et, Mais, pardon, je t'en prie. et comme disait Julien, en fait, il n'y a rien qui a été imposé. On a juste essayé de promouvoir toutes les possibilités qu'on peut avoir avec l'IA. En fait, dans aucun cas, on impose des solutions ou bien on ne force pas les gens à utiliser les outils, bien évidemment. Mais c'est quand même une réalité de marché. L'IA va de plus en plus rentrer dans notre vie. Donc, il faut que nos développeurs puissent s'adapter aussi à ces changements. Mais on s'est posé la question. On a des collègues pour qui travailler en mode agentique, c'est pas très fun, quoi. Je suis sûr que certains d'entre nous sont attachés à une partie plus particulière qu'une autre du métier de développeur ou de développeuse. Et du coup, peut-être qu'avec ces outils, c'est un métier qui va devenir intéressant différemment ou moins intéressant. Et c'est le jeu. Donc nous, on essaie de faire en sorte que les équipes de Docto soient équipées face à ces changements. On essaye. Je sais pas si on... Voilà, et on va faire une dernière question. En fait, j'ai 2 questions. Mais... Voilà. La première question, c'est sur le monolithe. Est-ce que du coup, ça a aidé à la navigation, à la compréhension de l'ensemble du monolithe, ou ça a plutôt ralenti? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, j'ai vu que vous faisiez le code à partir des specs, mais est-ce que vous faites aussi les specs avec l'IA? Oui, alors du coup, pour la première question, est-ce que ça a accéléré les choses ou pas? Pour le monolithe, en fait, notre monolithe se base sur les code owners. Donc, en fait, c'est une application Ruby on Rails. Je vais rentrer peut-être en trop de détails techniques, mais il y a des différents engines, il y a des différents folders, on va dire, et chaque folder appartient à des équipes. Donc, en fait, c'est un peu à l'initiative des équipes de créer ces agents dans leur domaine. Et vu qu'on n'impose pas aux équipes de faire tout ce qu'on a à dire, donc en fait, s'il y a un contexte qui est fourni dans ce fichier, l'IA accélère les choses. Mais s'il n'a pas le contexte, il essaie de trouver dans l'agent agents.md qui est plus global, et ça prend un peu plus de temps. Donc plus les gens vont prendre de temps à fournir du contexte dans les sous-domaines, dans les structures hiérarchiques, plus je pense que ça va augmenter, ça va accélérer les choses. Et deuxième question, malheureusement, j'ai oublié, c'était quoi, pardon? Ah, génération. Oui, on a aussi ce genre de cas, effectivement. On a un projet et on a une idée de feature et ça nous aide aussi à créer les specs. Et on a aussi, une fois qu'on a généré des specs avec l'aide de l'IA, on rebascule encore, réitère sur l'IA pour aussi créer les pics et les tickets aussi. On a un mini-exemple pour compléter ta réponse, Yanke. On a une équipe qui a vraiment essayé de jouer le jeu à fond et qui a fait ce que vous décrivez là. Donc, ils avaient un profil d'agent qui leur permettait de partir d'une idée, alors une idée très avancée d'un product manager, générer des specs, avoir un autre profil d'agent, enfin des sub-agents de Claude, qui s'occupait du planning, et un troisième agent, alors là du coup N agents, qui s'occupait du back, du front. On n'a pas tout récupéré de leur initiative, il y a des choses qui ont moins bien marché que d'autres, mais pour nous c'est vraiment une équipe frontière. Ils nous coûtent cher, mais on les laisse travailler. Ils nous coûtent cher en token, mais on les laisse travailler, on apprend énormément de choses avec eux. Merci encore Yanke, merci Julien.